Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez? Ça marche? Alors, ok, je me lance. J'ai préparé un texte, je suis toujours plus à l'aise de partir d'un texte que j'ai écrit. Je vais essayer de ne pas trop le lire pour pas trop vous ennuyer, et puis ensuite on discutera. Mes parents ont divorcé lorsque j'étais petite. Nous étions au mi-temps des années 70, la garde partagée n'était pas encore passée dans les mœurs. J'étais la plupart des week-ends avec mon père, mais j'habitais avec ma mère au quotidien. Elle travaillait autant le jour qu'elle sortait le soir. Toutes ces nuits étaient réservées à sa vie de femme, sans doute sacrifiée trop tôt, m'ayant eu très jeune. Dans ces conditions, le babysitting n'était pas une option. Il aurait coûté excessivement cher. Ma mère me couchait, m'embrassait, puis disparaissait. Dès que j'entendais la porte d'entrée claquer, je sautais de mon lit et je fonçais me réfugier dans l'angle gauche de notre salon. De l'autre côté de la rue, qui était étroite, se dressait un immeuble identique au nôtre. Au même étage, par la fenêtre, en une symétrie impeccable, je voyais un autre salon. C'est là que vivait ce que j'appelais en moi-même la famille parfaite. Chaque soir, ils se mettaient à table, papa, maman, les 3 enfants. Chaque soir, je les observais. Je les regardais, parler, rire, manger. Ça me rassurait. Ils étaient proches, il y avait de la vie, des personnes, il y avait une famille. En cas de danger, je me disais que je pourrais toujours me mettre sur le balcon, faire de grands gestes pour attirer leur attention. Ils viendraient me sauver. Je leur inventais des prénoms, des âges, une scolarité. J'attribuais un métier au papa et à la maman. J'imaginais même les dialogues idéalisés de la famille parfaite, avec tous les guillemets que suppose une telle assertion. Je faisais les voix des différents protagonistes, père, mère, enfant. Cela donnait des échanges aussi dérisoires que ceux-ci. Voix de la maman. Alors mes chéris, comment s'est passée la journée? Vous avez bien travaillé? Qui a eu des bonnes notes? Voix de l'enfant 1. Maman, j'ai eu 17 à ma disserte, je suis trop content. Voix de la maman. Bravo mon chéri, je suis fière de toi. Et toi Émilie, comment s'est passé l'exposé d'histoire? Voix de l'enfant 2. Bof, il y avait trop de bruit, j'ai l'impression que ça intéressait personne, même la prof, elle avait l'air de s'ennuyer. Voix du papa. Il était super ton exposé, mon cœur, moi ça m'a appris plein de trucs. Je suis sûre que ta prof était contente. Comme d'habitude, tu dis que ça n'a pas marché, et puis ensuite, tu as toujours de très bonnes notes. Je ne suis pas inquiète du tout. Voix de l'enfant 3. Papa, je voulais savoir, on peut aller voir le nouveau Batman samedi? J'ai vu qu'il jouait place Gambetta. Ça te dit? J'ai trop envie, mes copains m'ont dit qu'il était super. Bon, bref, vous l'aurez compris, la famille parfaite a occupé mes soirées et m'a aidé à ne pas me laisser submerger par la terreur d'être seule, la nuit, dans un appartement déserté. Ce souvenir, je l'avais oublié. Il m'est revenu en mémoire. Il m'est revenu en mémoire lorsque j'ai réfléchi à l'adaptation pour un court-métrage de La Petite Caillasseuse. C'est une nouvelle du formidable auteur irlandais Robert McLean Wilson. C'est l'histoire d'un homme qui se remémore son adolescence dans le Belfast de la guerre civile. Il est adolescent et à chaque fois qu'il sort pour retrouver ses copains, il est littéralement bombardé de cailloux par une petite fille d'une dizaine d'années. Pendant des mois, cette petite fille le caillasse sans relâche, sans un mot, sans explication. Il n'a jamais su pourquoi et il ne l'a jamais oublié. Lorsque j'ai adapté la nouvelle, j'ai choisi d'inverser la position narrative. J'ai fait de la petite caillasseuse l'héroïne de l'histoire. J'ai imaginé que c'était une petite fille qui fuyait son foyer, qui fuyait un grand frère incestueux, qui aurait des gestes déplacés. Et comme elle est trop jeune pour expliquer ce qui ne va pas, qu'elle ne trouve pas de parole ou d'écoute chez elle, elle va dehors et elle caillasse ce jeune homme qui a l'âge du grand frère incestueux. De cette manière, elle instaure un rapport, une relation avec l'extérieur, et ça l'aide à surmonter. Pour dire la vérité, j'aurais adoré jeter des cailloux sur les vitres du salon de la famille parfaite. J'aurais aimé qu'ils sachent que j'étais là. Et moi non plus, je n'aurais pas su leur dire ce que je vivais, mais j'aurais eu le sentiment d'exister pour eux. Dans mon enfance, la famille n'a pas représenté le lieu de la quiétude, de l'assurance, de l'attention. C'était l'extérieur qui m'offrait ces possibles-là. C'était l'extérieur qui m'offrait cet espoir-là.
Aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est le monde extérieur qui m'a protégée, qui m'a rassurée, qui m'a aidée à grandir et qui m'a appris à aimer. Je suis mère de 3 enfants. Ils sont désormais tous adultes puisque mon fils Élie vient d'avoir 18 ans. Et je suis frappée de voir à quel point c'est l'inverse pour eux. La maison, les parents, les fratries, en dépit de tous les conflits possibles, sont de toute évidence une source constante de réassurance, de tranquillité, d'espoir. Oui, d'espoir. Ensemble, nous partageons l'idée que ça va nous faire du bien d'être réunis en famille. Je n'ai pas connu cela, et aujourd'hui, je trouve ça assez intéressant de réfléchir à mon travail de documentariste et d'écrivaine à l'aune de ce constat. Je crois qu'avoir choisi la voie du documentaire est tout sauf anodin. Dans les films que je réalise, je suis derrière la caméra, je regarde, je pose des questions, j'écoute mes protagonistes. D'une certaine manière, je continue d'être derrière la vitre. Les entendre me parler me redonne la parole, les voir vivre m'enseigne comment vivre. Le parallèle me trouble soudain par son évidence. Petite fille, j'épiais la famille parfaite. Réalisatrice aujourd'hui, je scrute celles avec lesquelles je m'entretiens dans le noir d'un studio de tournage. Quand je réfléchis à mon travail littéraire, à ce jour j'ai publié 6 livres, je constate que j'ai longtemps appliqué une méthode similaire à celle qui prévaut pour mes documentaires. Là encore, ce qui est premier pour moi, c'est la rencontre de l'autre, c'est le dialogue. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'essai et pas la fiction. J'avais besoin d'aller dans le monde extérieur parce que je pensais que c'est du monde extérieur que surviendraient des dialogues, des explications, une possibilité d'assembler les pièces du puzzle pour parvenir au travers de ces récits à me raconter aussi. C'est ce que j'ai fait dès mon premier livre, Volontaire pour l'usine, vie d'établi, dans lequel j'ai souhaité recueillir les souvenirs de ceux qui, comme mon père, conformément aux préceptes maoïstes, étaient descendus de cheval pour cueillir les fleurs. Bon, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'au nom de cette formule énigmatique, quelques centaines d'étudiants ont renoncé à leurs études, à leur position privilégiée dans la société, pour s'établir en usine, devenir ouvriers et convertir leurs collègues de travail à l'idéal révolutionnaire, en droite ligne du mouvement de mai 68. Je suis la fille de Robert Linhart, l'écrivain qui s'est rendu célèbre par ce livre, qui a fait de lui pour toujours l'établi. Et on aurait pu imaginer que je n'avais rien à apprendre de cette expérience politique extrême. C'est tout l'inverse. Lorsque j'avais 15 ans, mon père est tombé malade, il s'est muré dans un silence qui ne m'a pas permis d'en savoir davantage que ce que révèle la lecture de son livre. Ainsi, dès l'adolescence, il m'est apparu clairement que l'espoir d'une parole énoncée sur l'engagement paternel ne pourrait advenir qu'en dehors de la famille. C'est donc la première fois que j'ai brisé, en quelque sorte, à la fois une solitude et un silence. Je suis allée voir d'anciens établis pour qu'ils me racontent leur établissement. Ça a bien marché, pas le livre, mais la sortie du silence et de la solitude. Et donc j'ai continué par la suite. J'ai reproduit cette méthode pour le livre Le jour où mon père s'est tu. Je suis partie à la recherche de ceux qui, comme moi, avaient eu des parents d'extrême gauche engagés dans le mouvement de mai 68 et dans le militantisme des années 70. En écoutant ces enfants, devenus adultes, me sont revenues les bribes de ma propre histoire. Dans nos familles, la politique prenait le pas sur tout, l'amour, l'argent, le travail, la réussite. La politique était première, elle était irremplaçable. En son nom, nos parents nous ont laissé grandir à côté d'eux plutôt qu'avec eux. Ce sont les témoignages rassemblés qui ont fait ressurgir des souvenirs que j'avais cru perdus à jamais, l'étrangeté, la gaieté et la violence de cette enfance-là. Sa radicalité aussi. C'est ainsi qu'est née une forme littéraire que parfois je qualifie d'autodocumentaire plutôt qu'autofiction. À mes yeux, l'autodocumentaire, c'est ce qui mêle la grande histoire et l'intime, les témoignages collectifs et les souvenirs personnels. Cette méthode n'est pas celle de la romancière à proprement parler, mais elle appartient à la littérature. C'est dans l'imbrication précise entre ma trajectoire singulière et l'histoire politique et sociale du pays
dans ce que j'écris au plus près de l'intime et dans ce que j'ai compris du grand récit collectif que se fabrique mon écriture. Grâce à la parole des autres, je réussis à écrire à la première personne, à remettre du je, JE, dans le nous, à comprendre ce qu'il y avait de collectif dans cette enfance singulière. Au fil de ce récit, je crois avoir démontré que les enfants nés de cette histoire-là forment aussi une génération, peut-être même une sorte de famille. Une famille qui ne serait pas unie par des liens du sang, mais par une temporalité politique commune. Cette famille-là, c'est une famille choisie. Ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que la rencontrer a changé ma vie. Ensuite, j'ai travaillé sur un nouvel essai. Il s'agissait d'une quête biographique qui mêlait des entretiens filmés avec des rescapés des camps de concentration, qui me racontaient leur vie après, avec une enquête que j'ai menée sur mes grands-parents juifs polonais cachés en France. Ce récit s'appelle « La vie après » et il fonctionne exactement comme les deux précédents. Il mêle une enquête, l'histoire de ces années-là et le récit de mes souvenirs attachés à mes grands-parents. C'est une sorte de pelote de laine. Je tire le fil de ces trajectoires collectives, je tisse le récit de ce qu'ont vécu les témoins de la Shoah. Ce qu'ils me disent m'apprennent, me montrent, me permettent de trouver les mots pour écrire une histoire qui ne m'a jamais été racontée, celle de mes ascendants. À la suite de ces récits, j'ai souhaité mettre en scène l'histoire d'une jeune maman et de son bébé qui avait été abandonné par le père lors de la grossesse. C'est une histoire qui m'est arrivée et j'avais envie de raconter le sort que la société contemporaine réservait aux mères dites célibataires. En écrivant sur la solitude de cette femme, sur la solitude de cette maternité qu'elle apprenait toute seule, me sont revenus des souvenirs de ma propre enfance et de ma relation à ma mère. Et je me suis donc, comme 10 ans auparavant, sur la figure paternelle, interrogée sur la figure maternelle. Mais contrairement à mes autres récits, je ne suis pas allée chercher des témoignages d'autres femmes qui, comme moi, auraient grandi dans les années 70 et qui auraient été élevées par des mères de ces années-là. Je ne l'ai pas fait parce que dans mon récit, je transforme ma mère en figure générationnelle, animée par une logique singulière, qui est celle de la période traversée par des événements historiques cruciaux, mai 68, le féminisme. J'en dresse un portrait représentatif d'une génération qui dépasse son être propre. Et je la transcende aussi en l'inscrivant dans une généalogie. En effet, il me semble que la famille n'est pas autre chose que le nœud improbable de deux lignées qui se prolongent après s'être mélangées dans leur corps et peut-être même dans leur inconscient. Le poids de la Shoah dans l'histoire de mon père est au moins aussi prédominant dans son destin que l'enfance patriarcale qu'a reçue ma mère. Donc c'est l'histoire de l'effet maternel. Je ne sais pas combien de temps je dispose encore. Ok, 5 minutes, bon bah ça va. Ça va ? L'un de mes amis proches a qualifié ce livre de mémoire d'une jeune fille dérangée, en référence à Qui l'on sait. C'est bien vu. J'ai été très longtemps dérangée, hantée même par tout ce dont j'avais hérité, mais qui ne m'avait pas été expliqué. Et il m'a fallu le comprendre pour devenir mère à mon tour. L'effet maternel est à ce jour mon ouvrage le plus intime, même si je suis convaincue qu'il recèle une forte part d'universel. Au-delà de ma propre aventure, il retrace une histoire ancrée dans un collectif, celui de ma génération. Une génération que l'on ne nomme pas, et je livre ça à votre réflexion, contrairement à celle de nos parents, dont on dit qu'elle est la génération 68, contrairement à celle de nos enfants, dont on dit qu'ils sont la génération MeToo, la génération Instagram. Cette génération à laquelle j'appartiens n'est pas nommée, mais elle a des choses à dire, à écrire, comme en ont témoigné les récits de Vanessa Springora avec le consentement, ou de Camille Kouchner. Pour moi, l'espoir, c'est ça. Ce sont ces autrices qui se saisissent de leur enfance, de leur adolescence, de leur vie de femme, et imposent leur voix.
Pour conclure, le dernier livre que j'évoquerai, le plus récent, René vous en a dit quelques mots, c'est un livre que je n'aurais jamais pensé écrire, qui m'a fait désespérer de ma famille. Il raconte l'histoire suivante. Au moment de la sortie prévue de l'effet maternel, j'ai appris qu'une procédure de référé interdisait sa publication et demandait la suppression de 68 pages. J'adore ce 68. C'est quand même extraordinaire. Si l'inconscient n'existe pas, je ne sais pas ce qu'il y a, quoi. C'est-à-dire que vous imaginez bien que moi qui réalise un film qui s'appelle 68, mes parents et moi, bon, qui est cette histoire politique, qui avait des parents qui évidemment proclamaient qu'il était interdit d'interdire, je me retrouve au tribunal pour défendre 68 pages menacées de censure. Donc, j'ai consacré le mois de la promotion de la sortie de l'effet maternel, qui n'a donc pas été publié à ce moment-là, à la défense de mon cas, parce que c'est comme ça que ça doit s'appeler. Et je me suis battue, j'ai gagné ce procès avec Flammarion. Le livre est sorti sans une phrase supprimée. Pas une phrase. Ça a été une immense victoire, pas du tout personnelle. Ça a été plutôt difficile personnellement, mais en tout cas, ça a été une victoire sur qu'est-ce qui est important d'écrire et comment la justice l'entend. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans une sale affaire. J'ai voulu demander si on a le droit finalement de documenter une période historique, en l'espèce mai 68 et plus largement les mutations sociétales des années 70 et 80, en s'affranchissant de ceux qui l'ont vécu en tant qu'acteurs impliqués et qui estiment souvent être les seuls détenteurs de cette histoire. Comment écrire sur soi en passant sous silence son enfance, ses parents, ses amours, dans le domaine de l'écriture autobiographique qu'interdit la justice. Jusqu'où peut-on aller dans le récit de soi sans blesser son entourage? Vaste question. Je n'irai pas soutenir ici qu'un procès a le même impact qu'une psychanalyse, mais il n'empêche que ce récit est pour moi un des plus personnels que j'ai écrit, parce qu'il traverse une question qui est primordiale et sur laquelle je vais conclure. À qui appartient l'histoire? Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté attentivement.